21 avril 1945. Les gardiennes de Ravensbrück retirent leurs uniformes. Elles pensaient être intouchables derrière les barbelés. Mais avec la fin de la guerre, leur pouvoir s'est évaporé en quelques heures. Pourquoi ces femmes ont-elles agi avec une telle violence? La réponse est simple. Le système nazi les avait transformées en rouages d'une machine à broyer. À première vue, des femmes ordinaires. Mais en réalité, des bourreaux sans pitié. La justice a fini par les rattraper. Les accusations tombent, meurtre, torture, expérience médicale. Les récits des survivantes sont si brutaux que même les soldats les plus endurcis détournent le regard. Le monde entier observe le box des accusés. Puis viennent les condamnations à mort. Les exécutions publiques marquent les mémoires pour toujours. La foule regarde les corps se balancer. La peur a changé de camp. Tout commence au printemps 1939. À cette date, l'Allemagne nazie achève la construction d'un nouveau camp. Le site se trouve à Ravensbrück, une ville calme au bord d'un lac, à 90 km au nord de Berlin. Les ingénieurs ont choisi l'emplacement avec précision. La forêt cache les bâtiments. La gare à proximité permet de décharger les convois rapidement, loin des regards indiscrets. Mais ce n'était pas un camp ordinaire. Contrairement à Dachau ou Buchenwald, ce complexe possède une fonction unique. Il est construit exclusivement pour les femmes. C'est le seul grand camp de concentration du Troisième Reich conçu dans ce but précis. Les événements s'accélèrent. En mai 1939, les premières détenues arrivent par petits groupes. Au début, elles ne sont que quelques centaines. Ce sont principalement des prisonnières politiques allemandes, des femmes qui ont refusé de se taire face au régime d'Adolf Hitler. Sur les registres, on lit les motifs de l'arrestation: communisme, socialisme, appartenance à des groupes religieux interdits. Les nazis veulent les briser avant que la guerre ne commence. Mais le conflit mondial change d'échelle. Ravensbrück sature à une vitesse terrifiante. Les trains arrivent de partout. Les autorités déchargent des femmes de Pologne occupée, de Tchécoslovaquie et de France. Puis viennent les convois des Pays-Bas, de Norvège et de Yougoslavie. À l'image, des rangées de baraquements qui s'étendent à l'infini. En 1942, le rythme devient industriel. Les transports arrivent désormais quotidiennement. À la fin de la guerre, le bilan est lourd. Plus de 130 000 femmes, issues de 40 nations différentes, ont franchi la porte de Ravensbrück. L'erreur était interdite pour celles qui voulaient en survivre. 23 nations. C'est le nombre de pays représentés derrière les barbelés de Ravensbrück. Les motifs d'incarcération étaient dérisoires, parfois inexistants. Des femmes juives étaient visées uniquement pour leur identité. Des femmes roms étaient raflées en application des lois raciales nazies. D'autres appartenaient à la résistance dans les pays occupés. Elles avaient été capturées en transportant des messages, en cachant des fugitifs ou en sabotant du matériel allemand. Comment en arrivait-on là? Pour certains, il suffisait d'un refus. Refuser de travailler pour le Reich ou être prise dans une rafle aléatoire au coin d'une rue. Les familles étaient restées brisées. La scène se répétait. Les mères partaient pour Ravensbrück, les enfants étaient envoyés ailleurs. Gérer un camp de cette taille exigeait une organisation stricte. Les officiers SS masculins occupaient les postes de commandement. Mais ils ne pouvaient pas surveiller des milliers de prisonnières seules. Pour les opérations quotidiennes, la SS a commencé à recruter des femmes. Au début, elles n'étaient qu'une poignée, puis des dizaines, puis des centaines. Au milieu de la guerre, les gardiennes constituaient le cœur du système de contrôle. Le recrutement était simple, trop simple. Des annonces paraissaient dans les journaux locaux. Le bouche à oreille fonctionnait entre voisins ou membres d'une même famille déjà engagés dans la SS. Aucun besoin de formation militaire, aucune exigence de diplôme. Le seul critère réel était la loyauté totale à l'idéologie nazie et l'obéissance aveugle. À l'image, des femmes issues de la classe ouvrière ou de milieux pauvres. Le contrat était clair. Le poste promettait un salaire fixe, un uniforme gratuit, un logement de fonction et des repas réguliers. Dans une Allemagne soumise au rationnement, c'était une offre impossible à refuser. L'entraînement se déroulait directement à l'intérieur de Ravensbrück. Les recrues apprenaient à gérer les appels, à répartir les corvées et à imposer une discipline de fer. On leur montrait comment punir. Les méthodes étaient brutales: coups, travail forcé ou isolement total en cellule. L'objectif était unique: briser l'esprit des détenus pour maintenir un contrôle absolu. Parmi ces centaines de gardiennes, un petit groupe s'est distingué par sa cruauté. À première vue, de simples employés, mais en réalité, des bourreaux dont les noms allaient marquer l'histoire du camp. Elles étaient plus seulement des gardiennes,
Elles étaient devenues le visage de la terreur. 1920. C'est l'année de naissance de Dorothea Banz dans le petit village de Templin. Elle vient d'une famille ouvrière ordinaire. Son parcours scolaire s'arrête très tôt. Sans diplôme et sans avenir, elle cherche une issue. Le régime nazi lui ouvre une porte inattendue. À 19 ans seulement, Dorothea s'engage comme volontaire dans le corps auxiliaire féminin de la SS. Elle veut prouver sa valeur. Sa hiérarchie l'envoie immédiatement à Ravensbrück. Dès les premiers jours, Binz s'adapte avec une facilité déconcertante. Elle n'hésite jamais, elle est stricte et affiche une confiance absolue. Sur les images d'archives, on voit une femme sûre d'elle. Mais que se passait-il derrière les barbelés? La réponse est brutale. Binz a rapidement maîtrisé l'art de l'intimidation. Les survivants se souviennent d'un détail précis. Elle ne se déplaçait jamais sans sa cravache. Parfois, elle souriait en frappant les détenus. Pour elle, la violence était un outil de gestion quotidien. Son zèle paie. Elle grimpe les échelons et devient responsable adjointe de la formation des gardes. À ce poste, son influence est totale. Chaque nouvelle recrue féminine passe entre ses mains. Binz ne se contente pas de surveiller, elle enseigne. Elle explique comment contrôler les masses, comment humilier efficacement et comment briser la volonté humaine. Elle multiplie les rapports disciplinaires, elle durcit les règles, elle transforme des femmes ordinaires en rouages d'une machine de mort. Mais elle n'était pas la seule à façonner l'horreur du camp. Greta Bösel arrive à Ravensbrück beaucoup plus tard, en 1944. À cette date, l'Allemagne perd du terrain sur tous les fronts. Bösel a une formation d'infirmière. Elle a appris à soigner et à protéger la vie. Pourtant, dans l'enceinte du camp, sa mission prend un virage radical. Officiellement, elle porte l'uniforme de garde. Officieusement, ses tâches sont liées aux expériences médicales sur les prisonnières. Elle assiste aux interventions. Elle prépare le matériel pour des procédures qui laissent les victimes infirmes ou agonisantes. La soignante est devenue un agent de destruction. À première vue, une administration organisée, mais en réalité, un laboratoire de la cruauté humaine. Les dossiers montrent que Bösel supervisait la sélection des détenus pour les blocs médicaux. Elle vérifiait les listes, elle escortait les femmes vers les salles d'opération. Le bruit des instruments sur les plateaux métalliques marquait le début du calvaire. Ces deux femmes ont défini la culture de la brutalité qui régnait sur le camp. L'histoire a retenu chaque détail de leurs crimes. 25 000 femmes ont traversé cet enfer. Pour beaucoup, le visage de la mort portait des traits féminins. Greta Bösel dirigeait le manoir avec une froideur absolue. Elle ne montrait aucune pitié pour les malades. Les survivantes racontent. Greta marchait entre les rangées de détenus avec un carnet à la main. Elle ne soignait pas, elle sélectionnait. Elle désignait du doigt les prisonnières jugées trop faibles pour le travail. Ces femmes étaient emmenées vers les camions. Personne ne revenait jamais. Pourquoi l'hôpital était-il l'endroit le plus dangereux du camp? La réponse tient en un nom. Elizabeth Marshall. Elle occupait le poste d'infirmière en chef. Sur les registres officiels, elle gérait les soins. Dans la réalité, elle gérait l'extermination. Marshall contrôlait l'accès aux médicaments et à la nourriture. Elle décidait qui avait le droit de vivre et qui devait mourir par manque d'assistance. Sous ses ordres directs, des centaines de femmes malades ont été envoyées dans les centres de mise à mort. À l'image, des couloirs sombres où l'odeur de la maladie se mêle à celle de la peur. L'hôpital n'était plus un refuge, c'était une antichambre de la morgue. D'autres noms ont marqué les mémoires. Margareta Gallina occupait un poste de garde senior. Son tempérament était imprévisible, elle frappait les prisonnières sans raison pour un regard ou un geste trop lent. À ses côtés, Erna Petermann gérait les affectations au travail. Un stylo à la main, elle choisissait qui irait au terrassement lourd et qui resterait aux ateliers. Une simple ligne sur son tableau décidait de la survie d'une femme pour les prochaines 24 heures. À première vue, des employées administratives, mais en réalité, des bourreaux en uniforme. Gertrude Heiss complétait ce groupe. Elle appliquait le règlement avec une sévérité maniaque. La moindre infraction entraînait une punition physique. Au sommet de la guerre, ces femmes formaient le noyau dur du pouvoir à Ravensbrück. Elles donnaient des ordres sans aucune opposition. Elles distribuaient les coups selon leur humeur. Le système de la SS les protégeait totalement. Elles n'avaient aucun compte à rendre. L'empathie était considérée comme une faute professionnelle. Les cris des détenus devenaient un simple bruit de fond dans leur quotidien. Mais l'année 1943 arrive. La situation change. Les armées allemandes reculent sur tous les fronts. L'Allemagne n'est plus la force dominante qui dicte ses règles à l'Europe entière. Le conflit mondial bascule. Les certitudes des gardiennes de Ravensbrück commencent à vaciller. La peur a changé de camp.
1944. L'Allemagne ne progresse plus en Europe. La machine de guerre nazie s'enraye. Ce qui était une conquête éclair devient une lutte désespérée pour la survie du Reich. À l'Est, l'armée rouge brise les lignes de défense et avance de plusieurs kilomètres chaque jour. À l'Ouest, les bombardiers américains et britanniques survolent le pays. Des quartiers entiers sont réduits en poussière sous les explosions. Les chaînes logistiques sont coupées. Les munitions et le carburant manquent. La nourriture disparaît des étals pour les civils et des sacs pour les soldats. Comment le camp de Ravensbrück a-t-il réagi à cet effondrement? Le chaos extérieur a provoqué l'horreur absolue à l'intérieur. La discipline cruelle a laissé place à une agonie désorganisée. Le camp est totalement submergé. Chaque matin, des trains arrivent en gare. Des centaines de femmes descendent des wagons à chaque convoi. À l'image, des colonnes de prisonnières épuisées marchent vers les grilles. Les baraquements prévus pour 50 personnes en accueillant désormais plus de 150. Il n'y a plus aucun espace libre. La situation est devenue hors de contrôle. Les femmes ne peuvent plus s'allonger pour dormir. Elles s'entassent sur des planches de bois brut. Les plus faibles dorment directement sur le béton glacé, sans couverture, sans protection contre l'humidité. L'air est irrespirable. On sent l'odeur de la sueur, du pus et de la mort. Les poux et les puces recouvrent les vêtements et la peau. Les épidémies de typhus se propagent en quelques jours. Dans ces conditions, tomber malade est une condamnation immédiate. La famine achève le travail des microbes, les rations diminuent jusqu'à devenir symboliques. Une soupe d'eau claire et un morceau de pain rassis. Les corps se vident bien de leur substance. On voit les articulations saillantes et les côtes percées sous une peau parcheminée. La violence des gardes change de nature. Elle n'est plus punitive, elle est gratuite. Un trébuchement lors de l'appel, un regard vers le ciel ou un geste trop lent déclenche des coups de crosse. La caméra capte la nervosité des SS. Ils savent que la fin approche. Alors, ils frappent plus fort. Ils tuent pour un rien, pour un simple signe de faiblesse. Le camp est devenu un mouroir à ciel ouvert. Ainsi s'est achevée la dernière année de Ravensbrück. Les exécutions publiques sont devenues la norme. Ce n'était pas une simple punition. C'était un outil de terreur pour briser toute résistance. Chaque jour était une loterie macabre. Dans les baraquements, les prisonniers attendaient l'appel, se demandant s'ils verraient le lever du soleil. Pourquoi le régime a-t-il accéléré les massacres? La réponse est simple. La peur de la défaite. 1944. La situation s'aggrave. L'armée soviétique progresse en Pologne. Les nazis vident les camps de l'Est pour empêcher la libération des détenus par l'ennemi. Ravensbrück devient alors le point de chute final de ces transferts. Des hommes arrivent d'Auschwitz, de Majdanek et de camps satellites. Ils sont entassés dans des wagons de marchandises surchargés. À l'ouverture des portes, on voit des corps décharnés, des visages marqués par le typhus, des hommes trop faibles pour ramper au sol. La population du camp explose, les infrastructures sont saturées. Les décès deviennent quotidiens, systématiques. Début 1945. L'Allemagne nazie s'effondre, les Alliés resserrent à l'étau sur tous les fronts. Dans la panique, la SS tente d'effacer les traces de ces crimes. Ils organisent les marches de la mort. Des milliers de femmes sont jetées sur les routes gelées. Pas de nourriture, pas d'eau, uniquement le froid et les coups de crosse. Si une femme s'écroule, une détonation claque. Le corps est abandonné dans le fossé ou sous la neige. Mais ce n'était que le début de l'agonie. Fin avril 1945. La guerre touche à sa fin. Le front se situe aux portes du camp. Le 30 avril, les soldats soviétiques entrent enfin dans Ravensbrück. Sur les images d'archives, on observe des squelettes vivants, des regards vides. Sur les dizaines de milliers de femmes déportées ici, il n'en reste que 3500. La plupart sont incapables de tenir debout. À première vue, le camp semble vide. Mais en réalité, les bourreaux se cachent. Certains gardes sont capturés sur place, désarmés immédiatement. D'autres ont déjà fui, espérant se fondre dans la masse des réfugiés. Mais la traque commence. Les Alliés veulent des noms et des visages. Les survivantes deviennent les témoins clés. Elles se souviennent de tout, un accent, une cicatrice sur une joue, une manière de marcher, le bruit des bottes sur le gravier. Chaque détail est consigné. Des listes de noms circulent entre les autorités britanniques, soviétiques et polonaises. Les dossiers s'accumulent. Photos, notes d'interrogatoire, registres de camps, témoignages oculaires. Les enquêteurs ne restent pas derrière leur bureau. Ils vont sur le terrain. Ils parcourent les villages allemands et posent des questions. Ils fouillent les camps de déplacés où s'entassent des milliers de civils. Ils passent au peigne fin les listes de prisonniers de guerre allemands, traquant les faux noms et les pseudonymes. Chaque piste est exploitée jusqu'au bout. La justice se met en marche.
Les dossiers sont prêts pour les procès. L'histoire ne pouvait pas s'arrêter sur un simple silence.